François trahi en direct? Dans l'épisode explosif de Demain nous appartient, du 24 juin 2025, épisode 1972, les masques tombent. Soisic et Martial sont enfin pris en flagrant délit sous les yeux d'un François bouleversé. Entre mensonges, trahisons amoureuses et révélations bouleversantes, rien ne sera plus jamais comme avant à 7. Pendant ce temps, Soraya craque devant Gabriel, Adam perd le contrôle et Violette vit une révélation cauchemardesque. Découvrez notre résumé complet et notre analyse de cet épisode intense. Depuis plusieurs semaines, un malaise s'est doucement installé entre François Lehaut et Soisic. Ils se parlent encore, dorment dans le même lit, partagent les mêmes repas, mais quelque chose a changé. Une tension sourde, imperceptible au premier regard, se fait sentir dans leurs échanges. Les silences sont plus longs, les regards plus furtifs. François, pourtant toujours à l'écoute, a du mal à ignorer ce que son intuition lui souffle. Sa compagne lui cache quelque chose. Ce matin-là, Soisic revient tard à la maison. Elle pénètre dans l'appartement sur la pointe des pieds, pensant peut-être que François dort encore. Mais il est là, debout dans la cuisine, les bras croisés, l'air grave. Il l'observe. Elle sourit, tente de détendre l'atmosphère, prétexte une réunion tardive à l'hôpital suivie d'un dîner improvisé avec une amie. Elle parle vite, trop vite. Ses phrases sont tachées, les justifications bancales. François l'écoute sans l'interrompre mais son regard se durcit. Ce n'est pas la première fois que Soisic s'absente sans prévenir. Et à chaque retour, c'est le même discours. Elle a été débordée. Elle a oublié de l'appeler. Elle a préféré ne pas le réveiller. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche encore plus que d'habitude. Sur sa veste, François sent un parfum qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas celui qu'elle porte habituellement, une fragrance masculine, forte, trop familière. Il ne dit rien. Il se contente d'un hochement de tête et d'un sourire contraint. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballe. Le doute se transforme peu à peu en suspicion. Il pense à Martial, ce collègue de Soisic qu'elle mentionne souvent ces derniers temps. Trop souvent. Martial par-ci, Martial par-là. Toujours dans des anecdotes banales, comme si elle essayait de le rendre anodin. Mais justement, c'est cette insistance qui finit par semer le trouble. François se souvient également de certains regards échangés entre Soisic et Martial lors d'un récent événement scolaire. Des regards trop appuyés, comme s'ils partageaient un secret. À l'époque, il avait balayé l'idée d'un revers de main se traitant de paranoïaque, mais aujourd'hui, ses souvenirs refont surface, et leur sens semble plus limpide qu'il ne voudrait l'admettre. En fin de matinée, pendant que Soisic est sorti faire quelques courses, François cède à l'impulsion. Il compose le numéro de l'hôtel où elle prétendait avoir passé la soirée. Après quelques tonalités, la réceptionniste répond. François se présente, feint d'avoir oublié le nom sous lequel la réservation aurait pu être faite, puis demande s'ils ont accueilli une certaine Soisic la veille. Après quelques vérifications, la réponse tombe, tranchante comme une lame, aucune trace d'une cliente portant ce nom, ni de réservation correspondante. Le choc est immédiat. Le souffle coupé, François raccroche lentement. Il reste figé quelques secondes, seul dans la cuisine, le téléphone toujours en main. La douleur le gagne progressivement, comme une onde glacée. Ce n'est plus une simple intuition, c'est une certitude. Soisic lui a menti. Et si elle a menti sur sa nuit, que cache-t-elle d'autre? Le reste de la journée, François le traverse comme un automate. Chaque parole de Soisic, chaque geste devient suspect. Il n'arrive plus à lui faire confiance. Même ses silences prennent une autre dimension. Il se surprend à l'épier, à lire entre les lignes, à tenter de décoder ses moindres expressions. Le doute l'empoisonne. Dans un moment de solitude, François se confie à son collègue Charlie. Il n'entre pas dans les détails, mais évoque un malaise qu'il n'arrive plus à ignorer. Charlie, bienveillant, lui conseille de parler franchement avec Soisic. Mais François ne s'en sent pas encore capable. Il veut d'abord comprendre par lui-même, obtenir des preuves. Il sait que s'il l'accuse à tort, cela détruira leur relation. Mais s'il a raison, alors le mal est déjà fait. La réalisation progressive de la trahison est un processus cruel. Chaque souvenir partagé avec Soisic devient une torture. Le sourire qu'elle lui adressait la veille prend soudain l'apparence d'un masque. Les gestes tendres semblent faux, programmés, stratégiques. François est perdu. Et le pire, c'est qu'il continue d'aimer. C'est peut-être cela, le plus douloureux. Continuer d'aimer celle qui est en train de le tromper. Alors que la nuit tombe, François ne trouve pas le sommeil. Il repense à leur histoire, à ce qu'ils ont traversé ensemble. Il se demande où tout a commencé à basculer. Et surtout, il se pose cette question obsédante. Qui est véritablement Soisic ? La femme qu'il croyait connaître ou celle qui se cache derrière les mensonges? Ce chapitre pose les bases d'une implosion émotionnelle inévitable. La trahison n'a pas encore éclaté au grand jour, mais elle est là, suspendue dans l'air comme une menace sourde. Le regard de François s'assombrit. Il ne lui manque plus qu'une chose, voir la vérité de ses propres yeux. Et il est prêt à tout pour y parvenir. Pendant que François s'enfonce dans ses doutes, un autre couple se trouve à la croisée des chemins, pris dans une tempête bien différente, mais tout aussi destructrice.
celle des désirs incompatibles. Gabriel et Soraya, deux êtres que la vie avait réunis contre toute attente, voient leur harmonie se fissurer à cause d'un simple mot, d'un rêve, celui de fonder une famille. Ce soir-là, tout semblait pourtant paisible. Un dîner simple, des rires timides autour d'un verre de vin, une routine douce qui laissait présager une soirée sereine. Mais dans le regard de Soraya, quelque chose brûlait depuis des jours. Une attente, une question qui lui tournait dans la tête. Elle choisit ce moment pour se lancer, pensant que l'ambiance détendue serait propice à une discussion profonde. Alors, sans détour, elle glisse la question « Tu y as déjà pensé, toi, à avoir un enfant ?» Gabriel relève la tête, surpris. Il esquisse un sourire, pensant à une blague. Mais le ton de Soraya est sérieux, son regard chargé d'émotion. Il comprend que la question est sincère, fondamentale même. Elle ne parle pas d'un projet lointain, hypothétique, elle parle d'un désir qui monte en elle avec force, presque avec urgence. Et la réponse de Gabriel tombe, brutale dans sa simplicité « Non, je ne veux pas d'enfant, je ne me vois pas père, je ne l'ai jamais voulu. » Le silence qui suit est long, insoutenable. Soraya le fixe, comme si elle n'avait pas entendu, ou comme si elle attendait une suite, une nuance, un mais qui ne vient pas. Rien, juste ce refus clair, absolu. Son cœur se serre. Elle s'imaginait une vie avec lui, elle projetait déjà leur futur, et voilà que tout s'écroule sur une phrase. La discussion déraille rapidement. Soraya veut comprendre, elle tente d'argumenter, de faire parler Gabriel, de lui demander s'il s'agit d'une peur ou d'une vraie conviction. Mais Gabriel reste ferme. Il n'a jamais eu ce besoin. Il aime leur vie telle qu'elle est, sans contrainte, sans responsabilité supplémentaire. Il évoque ses doutes, son sentiment de ne pas être fait pour cela, de ne pas avoir l'instinct paternel. Il parle même de son enfance difficile qu'il n'a jamais vraiment dépassée. Mais pour Soraya, ce n'est pas une excuse. Elle ressent ce manque viscéral. Elle s'était tue jusque-là, pensant qu'il finirait par en parler, qu'il changerait peut-être d'avis. Elle s'était même fait à l'idée d'attendre encore. Mais désormais, tout semble clair. Ce n'est pas qu'une divergence temporaire. C'est un mur. Elle quitte la table sans un mot, va s'enfermer dans la salle de bain. Une larme coule, puis une autre. Elle s'assied au sol, dos contre la porte, le cœur brisé. De l'autre côté, Gabriel l'entend pleurer. Il s'approche, pose sa main sur le bois, mais n'ose pas frapper. Il sait qu'il a blessé la femme qu'il aime, il sait qu'il ne pourra pas lui offrir ce qu'elle désire le plus. Et il ne veut pas lui mentir. Dans cette scène poignante, la série montre avec une grande justesse la manière dont certains conflits ne naissent pas d'une faute, d'un adultère ou d'un mensonge, mais de simples différences de vision, de valeurs, de rêves. C'est la tragédie silencieuse de nombreux couples, s'aimer sans être capable de bâtir l'avenir ensemble. Les jours qui suivent sont marqués par un malaise diffus. Chacun essaie de reprendre une vie normale, mais les gestes sont mécaniques, les regards fuyants. Ils dorment dans le même lit, mais dos à dos, sans un mot. L'intimité s'est évanouie. Soraya évite le sujet, mais elle sait qu'il reviendra. Elle sait qu'elle ne peut pas faire semblant. Elle se pose 1000 questions. Doit-elle renoncer à son rêve pour ne pas perdre Gabriel? Ou doit-elle choisir sa vérité, au risque de perdre l'amour de sa vie? Gabriel, de son côté, est rongé par la culpabilité. Il s'en veut de lui briser le cœur, mais il s'en voudrait encore plus de céder pour de mauvaises raisons. Il ne veut pas d'un enfant par devoir ou par compromis. Il veut rester sincère envers elle. Mais cette sincérité, aussi noble soit-elle, sonne comme une condamnation. Dans cet épisode, Demain nous appartient aborde avec finesse un sujet rarement traité. L'incompatibilité affective entre deux personnes qui s'aiment sincèrement. Il n'y a ni méchant ni gentil. Il n'y a que deux âmes qui se perdent peu à peu. Non pas parce qu'elles ont cessé de s'aimer, mais parce qu'elles ne peuvent plus avancer ensemble. Et c'est là toute la beauté tragique de cette intrigue. Elle nous rappelle que parfois, l'amour ne suffit pas, qu'il ne guérit pas tout, et qu'il arrive, malgré nous, que le plus bel amour devienne une impasse. Seth, en apparence tranquille, cache souvent des tempêtes sous ses palmiers et ses façades ensoleillées. Et ce jour-là, c'est Adam qui se retrouve emporté dans un tourbillon de colère, de jalousie et de blessures mal refermées. Tout part d'un murmure, d'une confidence qui circule entre deux élèves du lycée Agnès Varda. « T'as vu que Martial a dragué Gloria ?» Une rumeur d'abord, qui devient vite une certitude à mesure qu'Adam recoupe les éléments. Il n'en croit pas ses oreilles. Martial ? Ce même Martial qui semble rôder autour de tout ce qui brille, après avoir déstabilisé François, il s'en prendrait maintenant à Gloria, Adam qui lutte déjà contre ses propres insécurités, voix rouge. Gloria, ce n'est pas n'importe qui. C'est une jeune femme brillante, douce, celle qu'il protège, celle qu'il admire peut-être même en secret, et l'idée de voir un homme comme Martial s'immiscer dans sa vie le rend fou. Il tente d'en parler avec elle, calmement, il lui pose des questions, cherche des indices, mais Gloria, embarrassée, élude. Elle affirme que ce n'était rien, qu'il n'a fait que plaisanter, que c'était maladroit mais sans conséquence. Pourtant, dans sa voix tremble une gêne, une hésitation qui confirment à Adam ce qu'il redoutait.
Martial a bel et bien franchi la ligne. C'en est trop. Il sort en trombe, traverse la ville comme un fauve blessé, jusqu'à retrouver Martial en pleine discussion sur le port. Le soleil tape fort, la mer est calme, mais l'orage gronde dans le regard d'Adam. Il ne crie pas, il ne parle pas, il agit. Un coup de poing part, sec, violent. Martial vacille, recule, trébuche contre une table de bistrot. Les clients, choqués, se lèvent. Certains filment déjà la scène. La gifle d'Adam ne résonne pas seulement physiquement. C'est la gifle d'un jeune homme à bout de nerfs, trahi par un monde adulte qu'il ne comprend plus. Il crie « Enfin, tu touches encore à quelqu'un que j'aime, et je te jure que tu le regretteras. » Sa voix tremble autant de rage que de douleur. Martial se redresse, essuie le sang à sa lèvre. Il ne réplique pas par la violence, mais par un sourire méprisant. Il connaît le pouvoir qu'il a sur les gens. Il sait qu'il provoque ce genre de réaction. Il est manipulateur, sûr de lui, et dans son regard, on sent presque de la satisfaction. Il a gagné. Il a fait sortir Adam de ses gonds. Il a planté sa graine de chaos. L'altercation est rapidement interrompue par l'arrivée d'un commerçant qui appelle la police. Adam, conscient qu'il vient de commettre une erreur, s'éloigne, tremblant. Il ne regrette pas le coup, mais il comprend qu'il vient d'ouvrir une nouvelle brèche. Son geste aura des conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour Gloria, pour Martial et pour tous ceux qui gravitent autour d'eux. De retour chez lui, Adam peine à se calmer. Il tourne en rond, frappe dans un coussin, se passe de l'eau sur le visage. Il sait que la violence n'est pas la solution. Il le sait depuis toujours. Mais cette fois, c'était plus fort que lui. Martial incarne tout ce qu'il déteste. La séduction arrogante, le manque de scrupules, la capacité à manipuler les sentiments comme des pions sur un échiquier. Plus tard, Adam reçoit un message de Gloria. Court, mais percutant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il ne sait pas quoi répondre. Tout ce qu'il ressent, c'est cette solitude immense après la tempête. Il se demande si Gloria sera encore là demain, s'il a agi en défense ou en égoïsme. Il revoit le visage de Martial, ce sourire narquois, et il se jure, en silence, que cette fois, il ne se laissera plus manipuler. Cette scène marque un tournant dans la série. Demain nous appartient continue d'explorer avec finesse les mécanismes de la jalousie, des rapports de force et des failles émotionnelles. Adam n'est ni un héros, ni un bourreau. Il est juste humain, et c'est ce qui rend sa trajectoire si puissante. Alors que la ville de Sète se déchire lentement sous le poids des trahisons, des mensonges et des passions contrariées, une scène d'apparence anodine vient bouleverser le quotidien de Violette. Cette adolescente discrète, souvent en retrait, vit une expérience intérieure aussi troublante qu'intime. Un cauchemar. Mais ce rêve n'est pas seulement une construction de l'inconscient. Il agit comme un révélateur puissant de ses peurs les plus profondes. Tout commence dans une atmosphère faussement paisible. La mer, calme, le ciel, bleu, le sable, chaud sous les pieds. Violette se tient seule sur la plage. Elle reconnaît l'endroit. C'est un coin familier, presque rassurant. Elle avance légère, puis au loin, elle aperçoit deux silhouettes. D'abord floues, puis de plus en plus nettes. Il s'agit de Judith et Jordan. Ils se tiennent la main. Ils rient. Et soudain, ils s'embrassent. Le cœur de Violette se serre dans son sommeil. Dans ce rêve, elle ne peut rien faire. Elle est spectatrice, figée, muette, incapable de les interrompre. Le baiser est long, tendre, presque cruel dans sa beauté. Tout en elle hurle, mais aucun son ne sort. Une immense sensation d'abandon la submerge. Elle est de trop, invisible, exclue. Elle se réveille en sursaut, le souffle court, trempé de sueur. Son cœur bat la chamade, comme si le cauchemar venait de lui voler un morceau de réalité. Car ce rêve, elle le comprend immédiatement, n'est pas seulement un jeu de son imagination. Il est l'écho de son insécurité, de cette peur sourde qui la ronge. Celle d'être mise de côté, d'être oubliée, remplacée. Violette a toujours eu l'impression de marcher à la périphérie des autres. Ni première, ni dernière. Pas assez brillante pour briller seule, pas assez fragile pour qu'on la protège. Elle observe, elle ressent, mais elle parle peu. Et quand elle ose enfin s'attacher, les ombres de ses peurs viennent lui rappeler que rien n'est acquis. Jordan, qu'elle pensait proche, complice, pourrait-il lui préférer Judith ? Judith, toujours belle, solaire, parfaite ? Durant la journée, Violette ne parvient pas à chasser l'image du rêve. Elle évite le regard de Jordan, doute de chaque mot, analyse chaque geste. Et Judith, innocente, souriante, semble incarner cette rivale malgré elle. Rien ne laisse croire qu'une relation se noue entre eux dans la réalité. Mais le doute, une fois semé, fait germer des certitudes douloureuses. Violette tente d'en parler à Alma, son professeur de lettres, en qui elle a confiance. Elle évoque son rêve sous couvert d'un exercice d'analyse onirique. Alma comprend vite que ce cauchemar en dit long sur les émotions refoulées de la jeune fille. Elle l'encourage à exprimer ses sentiments, à ne pas laisser le silence faire son nid. Mais Violette se sent encore trop fragile pour affronter le monde. Elle préfère se taire, écouter, attendre. Ce chapitre met en lumière une forme de douleur rarement montrée avec autant de pudeur. Celle de ne pas se sentir choisie. Pas rejetée brutalement, non,
juste effacées, lentement, comme si on glissait hors du cadre sans qu'on s'en aperçoive. Demain nous appartient excelle ici à montrer que les blessures adolescentes sont aussi profondes, aussi vraies que celles des adultes. En filigrane, ce cauchemar révèle aussi autre chose. Violette grandit. Elle entre dans un âge où l'amour prend une autre place, où l'identité se cherche, où les émotions se confondent. Elle se heurte à la réalité. Les sentiments ne sont pas toujours réciproques, les histoires ne se construisent pas toujours comme on les rêve. Pourtant, ce rêve agit comme un déclic. Le lendemain, Violette change. Elle s'habille autrement, se coiffe différemment, elle tente une audace, un compliment glissé à Jordan, un regard un peu plus appuyé, une présence affirmée. Ce n'est pas encore de la confiance, c'est une tentative, une première pierre posée vers autre chose. Dans cette évolution subtile, Demain nous appartient me montre que le bouleversement intérieur d'un personnage peut parfois être plus fort qu'une intrigue policière ou qu'un drame familial. Violette n'a pas encore parlé, elle n'a pas encore tout compris, mais elle a commencé à se réveiller. La journée s'étire à 7, lourde de non-dits et de vérités qui s'apprêtent à éclater. Pour François, chaque minute passée est un supplice. Le doute n'est plus seulement un soupçon diffus, c'est une plaie ouverte. Depuis l'appel à l'hôtel, depuis ce mensonge que Soisic lui a servi les yeux dans les yeux, il sait qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'irréparable. Et pourtant, il continue à espérer, comme si un détail, une explication inattendue pouvait encore renverser la balance. Mais l'instinct du professeur de français, cet instinct si précieux qu'il a toujours écouté dans sa carrière comme dans sa vie personnelle, lui souffle qu'il doit agir, observer, se taire et voir. Ce soir-là, François prend une décision difficile. Il suit Soisic, non pas pour la confronter, mais pour confirmer ce que son cœur redoute. Depuis plusieurs jours, il a remarqué qu'elle quittait la maison à la même heure, qu'elle recevait des messages auxquels elle répondait en souriant discrètement. Elle prétexte un rendez-vous médical, un repas entre collègues. Rien d'alarmant en apparence. François s'installe dans sa voiture, garée à quelques mètres de l'hôtel que Soisic semble fréquenter. Il coupe le moteur, le temps s'arrête. L'attente est interminable, chaque silhouette qui entre ou sort le fait tressaillir. Il regarde sa montre, respire profondément. Il n'est plus que tension. Puis de soudain, elle apparaît. Soisic sort de l'hôtel. Elle ne regarde pas autour d'elle, elle ne se cache pas. Et elle n'est pas seule. À ses côtés, Martial, décontracté, souriant. Ils échangent un regard complice. Soisic rit doucement. Puis, comme dans un mauvais rêve, elle pose sa main sur le bras de Martial. Un geste tendre, un geste intime. Et là, le doute n'a plus sa place. Ils s'embrassent. François les observe depuis sa voiture. Il est pétrifié. Il ne détourne pas le regard. Il ne crie pas. Il ne descend pas. Il regarde, parce que voir, c'est comprendre. C'est officialiser ce que le cœur savait déjà. Le monde s'écroule autour de lui. Le bruit de la ville s'estompe. Il n'entend plus les klaxons, les rires, les vagues. Tout ce qu'il perçoit, c'est l'image de Soisic, sa compagne, s'abandonnant dans les bras d'un autre. Et cet autre, ce n'est pas un inconnu. C'est Martial, un homme qu'il connaît, un homme qu'il méprise, un homme qu'il a humilié. Dans cette scène d'une puissance émotionnelle rare, Demain nous appartient atteint l'un de ses sommets narratifs. Le regard de François, vidé, fixe, en dit plus que 1000 dialogues. Emmanuel Moire, dans une performance bouleversante, donne corps à la douleur brute d'un homme trahi. Il ne pleure pas, pas encore, il est figé, comme si le choc anesthésiait sa souffrance. Mais à l'intérieur, c'est un cataclysme. Il revoit tout, leurs rires, leurs soirées, les promesses échangées, et il comprend que depuis des semaines, tout cela n'était que mensonge. Un théâtre, une illusion. Ce qui blesse le plus, ce n'est pas seulement la trahison physique, c'est l'effondrement de la confiance. Le mensonge qu'elle a entretenu, jour après jour, le regard dans les yeux. Cette certitude, désormais gravée en lui, il ne la connaissait pas. Le générique approche, mais la caméra reste quelques secondes de plus sur François, seul dans sa voiture. Il ne bouge pas. Il regarde le couple s'éloigner, main dans la main, il serre le volant. Et dans ce silence pesant, une seule question se dessine dans son esprit. Et maintenant, que vais-je faire ? Car désormais, tout est possible. La confrontation, la rupture, la vengeance, ou peut-être le silence. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur Demain nous appartient et vos séries préférées. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'un nouvel épisode ou un spoiler exclusif est publié. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. François pourra-t-il pardonner ? Et vous, auriez-vous réagi comme Adam ou Soraya ? Votre avis nous intéresse. Laissez un like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec vos amis fans de la série. On se retrouve très vite pour de nouveaux résumés, révélations et analyses inédites. À bientôt sur la chaîne.